Voilà, de retour pour la deuxième partie, toujours avec Julien Angela, la jeunesse au pouvoir. Beaucoup de réactions, parce qu'on dit, mais quel jeune c'est qui ces jeunes qu'on va ramener au pouvoir? C'est quoi? C'est le jeune blanc catholique qui a seulement sa place et les autres jeunes alors? Ouais. Quand je dis les jeunes au pouvoir, quand je dis la jeunesse au pouvoir, en fait, je veux montrer qu'il y a un embryon de jeunesse saine, qui résiste complètement, sans forcément en avoir conscience politiquement, à l'héritage empoisonné d'une partie de ses parents. À l'héritage des vieux, donc je distingue bien, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les anciens. Les anciens Voilà. et les vieux. En fait, je propose pas une guerre d'âge, comme il peut y avoir une guerre de classe. Je dis pas il y a tous les vieux et il y a les jeunes. Je dis simplement que voilà, il y a les vieux et les anciens, et les jeunes sont cassés par cette société consumériste, cette société marchande, cette société qui a renoncé à tout, cette France qui a renoncé à leur transmettre les vérités essentielles. Et donc on ne peut pas attendre d'eux qu'ils soient de bons petits Français de l'ère des croisades, des Français de l'ère de Saint-Louis, quoi. Je veux dire, sinon j'aurais pas écrit mon bouquin en fait, j'aurais pas dit que ces jeunes-là valent le coup, parce que je pense qu'ils en ont pas conscience, mais que parce qu'ils ont pas eu cette éducation qui leur permet de conceptualiser les choses, de le dire politiquement avec le langage adéquat. Mais les jeunes sentent bien qu'il y a un problème identitaire, qu'il y a un problème d'immigration. On le voit notamment avec le score que fait le FN chez les jeunes. Alors oui, le FN visiblement aurait les faveurs, en tout cas, de la tranche d'âge qu'on appelle les 18-25, voilà, la fameuse tranche d'âge des jeunes, quoi. C'est ça, on a 30-35% des jeunes votants, donc une majorité, qui votent Front National. Après, peu importe ce que l'on pense du Front National, enfin, la question n'est pas là, la question c'est ce que les jeunes identifient à travers le FN, c'est-à-dire un bouclier communautaire, le syndicat des petits blancs. Et ils votent FN pour défendre leur identité, pour retrouver un esprit de communauté. Et on le voit dans toute la mouvance de la droite radicale ou nationale au sens très large, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en recherche, beaucoup de jeunes blancs qui sont en recherche de communauté, et qui trouvent cette communauté dans l'engagement politique. Donc la majorité, je pense, des jeunes votants, donc voilà, comme on l'a vu, sont partisans du Front National, c'est qu'ils perçoivent cette identité en danger, ils veulent lutter pour la défendre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont au premier rang, en première ligne face à l'immigration-invasion. Ce sont les jeunes qui vivent, au-delà de l'immigration-invasion, tous les grands fléaux de la société moderne, précarité et chômage. Il y a 25% de chômage chez les jeunes Français, c'est un record européen. Il y a donc l'immigration-invasion. Par le contact physique avec la racaille, les jeunes, plus que leurs aînés, sont conscients du problème migratoire. Les jeunes sont confrontés à une école en faillite, à la rupture de la transmission de l'histoire, de la mémoire entre les générations. Enfin, quel jeune aujourd'hui se retrouve avec grand-père au coin du feu le 24 décembre pour raconter les hauts faits de l'aïeul qui, à un siècle, a fait je sais pas quoi, enfin voilà. Esclavage consumériste, tyrannie du numérique, du monde de l'artificiel sur nos vies, avec l'agression publicitaire en permanence, l'érotisme comme incitation à la consommation. Enfin, les jeunes sont bombardés, et on ne peut pas sincèrement croire qu'en étant la victime de tout cela, ils sont psychiquement dans le même état que leurs parents. C'est impossible, leurs parents qui, quand ils avaient 15 ans, connaissaient ni Internet, ni le téléphone portable, etc. Donc il faut être indulgent avec les jeunes, il faut les prendre comme ils sont. La jeunesse est cassée, elle est brisée. Et on a donc une masse de névrosés. Tous les jeunes sont névrosés aujourd'hui, mais des névrosés ordinaires. Ils ont tous des problèmes affectifs, ils sont tous dans une relative misère morale, mais ils ont quand même l'intuition un peu vague que finalement ce que leur ont transmis leurs parents, l'idée notamment que la violence ne répond jamais, n'est pas une bonne réponse à la violence, etc., que tout ça c'est un peu faux, c'est factice, que finalement ils auraient préféré que leurs parents ne divorcent pas, même s'ils s'engueulent, au moins ils sont ensemble et il y a une vraie famille. Ils ont le sentiment que cette morale un peu libertaire, elle a produit que des névrosés en puissance, que des gens cassés, et donc les jeunes veulent un peu sortir de tout ça. Et toutes les enquêtes, les sondages, les études que j'ai découvertes et que je cite dans mon bouquin, montre qu'une très large majorité des jeunes plébiscitent l'autorité comme quelque chose de positif. Il y a un sondage en 2010 qui a établi que 87% des 15-18 ans et 80% des 19-24 ans considèrent l'autorité comme quelque chose de positif. Alors on dit c'est un sondage, ouais, enfin quand on est au-delà du 80%, le sondage c'est quand même un bon indice de la réalité. C'est un indice parmi d'autres, c'est pas pas un décret de vérité absolue, machin, mais c'est un bon indice.
Et c'est comme ça dans tous les domaines. Évidemment, dans le domaine de l'immigration, c'est criant. La majorité des jeunes constatent bien qu'il y a un problème, c'est inévitable. Quand on parle avec des gens plus âgés qui peuvent avoir le même regard qu'un jeune sur l'immigration, il ne va pas y avoir le même ressenti. Le jeune va avoir la rage, parce qu'il en est la victime quotidienne. Je veux dire, c'est pas idéologique, quoi. C'est pas, il fantasme pas d'une France racialement pure parce que, je sais pas moi, il rêve d'un passé idéalisé. Non, c'est qu'il voit concrètement, là, dans la rue, les dégâts de la société multiculturelle. Et il veut sortir de cet enfer-là, parce que lui, il est condamné à la solitude et à l'isolement. Parce qu'il n'y aura aucun grand frère et aucun cousin pour l'aider à la sortie de l'école. Donc, il y a cette conscience de l'immigration, des problèmes que pose l'immigration. Il y a une lucidité générale sur la vie, sur la morale, sur la famille. Il y a beaucoup de vieux, par exemple, qui disent « les jeunes, c'est des bourgeois, c'est des conservateurs, tout ce qu'ils rêvent, c'est de s'installer à la maison, d'être mariés, ils veulent plus faire d'expérience, ils veulent plus innover, machin. » Et c'est vrai que pour les 68 arts, pour certains de nos parents 68 arts, on est ultra réac, quoi. Enfin, je veux dire, la jeune fille moyenne, qu'est-ce qu'elle veut en France aujourd'hui ? Elle veut un mari protecteur, aimant, fidèle, un petit pavillon de banlieue, un chien, le journal au pied du lit, enfin je veux dire voilà, la vie un peu rêvée quoi. Et donc ça c'est quoi ? C'est la stabilité, c'est l'ordre. Les jeunes rêvent de ça je pense, très majoritairement, même si politiquement ils vont pas utiliser les mêmes mots qu'on va utiliser là ce soir. Donc il y a un réveil de la jeunesse qui est en germe. Et il faut pas l'étouffer en disant ouais mais les jeunes sont tous des cons, ce qu'on voit à la télé machin. Mais attendez, enfin, je veux dire... Ceux qui ont manifesté pour sauver Leonarda de l'expulsion au Kosovo, ou ceux qui manifestent pour d'autres causes humanitaires à la mode, c'est une ultra-minorité de la jeunesse. Elle est aussi bruyante qu'elle est minoritaire. C'est la majorité de la jeunesse qui a bloqué les facs, les lycées, au moment de la contestation du CPE par exemple. Bah, ils étaient quand même beaucoup dans la rue, non ? Enfin, bon, moi je sais pas, je suis pas au lycée, hein, mais ils étaient beaucoup dans la rue quand même. Oui, mais ça à mettre sur le compte de la capacité de mobilisation de l'extrême gauche en France, qui a une expérience politique de la rue, ce que n'a pas la droite. En fait, la majorité des jeunes, je pense, sont apolitiques. En fait, apolitique, c'est un nom de code, ça veut dire de droite. Enfin, ça veut dire pas de gauche, quoi. Et donc, ils sont complètement dégoûtés vis-à-vis de cette jeunesse gauchiste qui donne une mauvaise image de la jeunesse. Mais en même temps, les jeunes ont intégré cette image-là et disent « mais de toute façon, c'est foutu ». Et c'est pour ça qu'il y a plus de 81% des jeunes Français qui sont opposés au droit de vote à 16 ans. Oui, c'est ce que tu préconises dans ton livre. Voilà. Descendre un peu le micro. Je suis... Descendre un peu. Je suis partisan en effet du droit de vote à 16 ans, Ouais. parce que je pense que ça mettrait un bon coup de pied dans la fourmilière politique. On l'a vu en Autriche en 2008, quand le droit de vote dès 16 ans a été légalisé, on a eu plus de 50% des jeunes votants, ce qui est énorme. Là, c'est même pas les 30 ou 35% de Marine Le Pen. C'est 50% des jeunes votants qui ont voté pour les deux formations populistes, le BZ2 et le FPE autrichien. Aux législatives, en 2012 en Grèce, la classe d'âge qui a le plus voté pour le parti nationaliste obdoré, ce sont également les jeunes. On constate ça de partout en réalité, parce que les jeunes sont en première ligne face à l'effondrement de toutes les promesses de la modernité. C'est-à-dire le progrès continu, la paix, la sécurité, la croissance, l'emploi, l'amitié sociale, la fraternité, tout ça s'est effondré, ça n'existe plus. Donc les jeunes sont beaucoup plus lucides à mon avis qu'une partie de leurs parents marxisants, ou véritablement marxistes. Et le problème c'est que... Pourquoi les parents, ils n'ont pas les conséquences, c'est ça, tu veux dire ? Ils ne subissent pas Pourquoi les jeunes seraient plus conscients de ces réalités et pas parce que leurs parents n'ont jamais vécu les conséquences concrètes de toute leur rêverie idéologique depuis 40 ans. C'est-à-dire que c'est facile de prôner des nouvelles pédagogies à l'école quand on est le fruit d'une pédagogie ancienne qui a fait ses preuves et qui prônait donc la transmission de l'excellence. C'est facile de prôner, pour prendre un exemple un peu plus éclairant, le multiculturalisme quand on vit dans un quartier bourgeois où il n'y a que des blancs. Les anciennes générations, c'est quand même beaucoup ça. C'est des rêveries comme ça, ils ont fantasmé des trucs, mais ils n'ont pas vécu dedans. Nous, les jeunes, on vit dedans. Et je pense que toute classe sociale confondue, on est concerné par les mêmes problèmes, à part évidemment la précarité et le chômage. Il est évident que le fils de notaire, c'est pas le fils d'ouvrier. Bon, il y a aussi des différences sociales qui traversent la jeunesse. Je ne dis pas que c'est un bloc monolithique, la jeunesse. Mais du point de vue de l'école en faillite, de l'absence de transmission, de l'absence de repère moral, d'autorité, et vis-à-vis de l'immigration-invasion,
concrètement, et vis-à-vis de la société de consommation, évidemment, qui fait des ravages chez les jeunes. Tous les jeunes de toutes les classes sociales sont concernés et sont victimes de tout cela. Et donc pourquoi ils sont plus lucides ? Parce qu'ils ils le vivent concrètement dans leur chair. Aussi une statistique qui a été démontée un peu, parce qu'on a beaucoup parlé de ça ces derniers jours, depuis le Brexit, que justement les jeunes auraient voté en faveur majoritairement du Remain. Alors évidemment, aujourd'hui, moi j'ai lu un article d'Olivier Bérurier qui s'efforce de démonter tout ça, où il nous explique, il nous montre d'autres statistiques, celles qu'on ne nous montre pas, mais finalement que le taux d'abstention est beaucoup plus grand chez les jeunes. Donc du coup, ça fausse en fait le véritable spectre, et les jeunes ne sont pas plus Remain finalement en Angleterre, finalement, que le reste de la population. De toute manière, tout ce qu'on va entendre sur le Brexit dans les semaines à venir, ça fait partie d'une offensive médiatique générale pour nous dire qu'en fait non, on s'est trompé, les Anglais ils n'ont pas voulu ça, il faut refaire le vote. Donc je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour juger de cette question-là, et en effet, je me méfie énormément de ces sondages qui sont sortis dès les premiers jours. Oui, parce que je dis ça parce que dans l'article de Bernier, il te montre tous les extraits, évidemment, et c'est vrai que sur toutes les chaînes de télé, moi je zappe la Pravda souvent pour me tenir informé du niveau de température, et c'était un sujet récurrent partout. On te disait, d'ailleurs, ils en ont même c'est tellement récurrent que ça a même fait la couve de certains journaux anglais, où on nous explique en fait que ce Brexit serait une opposition justement entre jeunes et vieux, les vieux ayant majoritairement voté évidemment pour le Brexit, alors que les jeunes, tandis que les jeunes évidemment auraient voté pour rester dans l'Union Européenne. Ouais, mais c'est une théorie qui tiendrait si on n'avait pas observé que la plupart des mouvements populistes en Europe sont soutenus par les jeunes, de la même manière que le FN est soutenu en France, évidemment, par les jeunes. Et ça, je veux dire, au-delà du cas précis du Brexit, c'est une réalité générale. Il y a une étude qui a été faite, et c'est assez intéressant, parce qu'elle a été faite sur les réseaux sociaux par un institut britannique, justement, qui montrait en analysant, en fait, parce qu'on peut récupérer les informations de ceux qui likent certaines pages, etc., et ils ont remarqué que la plupart de ceux qui like et qui suivent des pages de partis populistes européens, que ce soit le Front National, les Identitaires, le BNP, la Lega Nord en Italie, etc., ou le FPE en Autriche, sont à 75% des jeunes de moins de 30 ans. Donc la lame de fond identitaire, elle traverse toute l'Europe en réalité. Qui était en première ligne dans certains quartiers périphériques de Rome face aux installations autoritaires d'immigrés clandestins voulues par Bruxelles, entre autres. C'était des jeunes. Qui s'est affronté en Autriche avec certains immigrés clandestins, c'était encore des jeunes. Je veux dire, il y a quand même un mouvement de révolte globale dans toute l'Europe, avec des mouvements qui essaiment un peu de partout, et la crise migratoire justement provoque à mon avis ce réveil-là identitaire chez les jeunes qui est très important, et qui est très important parce que les jeunes sont aussi à la recherche, enfin les jeunes français, les jeunes européens sont à la recherche de cette identité qu'on leur a volée. Finalement, l'idéal politique qui correspond le plus aux jeunes aujourd'hui, le mot vraiment emblème à mon avis qui correspond le plus à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs aspirations profondes, c'est le mot reconquête. Je pense que tous les Européens, à commencer par les jeunes, sont fatigués des révolutions faites en leur nom, et qui tournent systématiquement au vinaigre, en goulag, tout ce que vous voulez, et que on nous a tout volé. On nous a volé notre pays, on nous a volé la fierté d'être français, on nous a volé notre mémoire de français, parce qu'on nous a expliqué que nos ancêtres étaient tous des salauds de colons et d'esclavagistes. On nous a volé même l'amour de nos parents, parce que, je veux dire, c'est ça finalement aussi le projet mondialiste, c'est de monter l'autorité contre le subordonné, donc les parents contre les enfants, de nous diviser. Et donc le sentiment le plus prégnant chez la jeunesse, c'est d'être dépossédé de tout. Et jusqu'à leur capacité physique de se défendre. Par conséquent, je pense que le Brexit, notamment, pour revenir à cette question-là, exprime aussi cet idéal de reconquête, qui passe évidemment par la reconquête de la souveraineté des nations européennes face à Bruxelles, mais c'est aussi une reconquête de notre identité, puisque à un moment donné, l'Union européenne, il faut quand même reconnaître qu'elle a bon dos. Tout ce que l'UE essaye de nous imposer a d'abord été décidé, accepté par les élites traîtres des États-nations. Des États-nations, bien sûr. Parce que l'UE n'a ni armée, ni police. Donc, à un moment donné, si les directives de l'UE passent en France, c'est que elle, par contre, la France, a les moyens d'imposer ces directives, éventuellement dans la rue, par le bras armé de la police.
Donc voilà, la question du Brexit rejoint aussi la lame de fond identitaire qui traverse la jeunesse. Ouais, donc tous ces mouvements, voilà, l'English Defense League de Tony Robinson, le FPÖ en Autriche, le Vlaams-Belang, il y a tout un tas de mouvements, voilà, bon, Obdoré en Grèce, il y a, que je sais plus comment ils s'appellent, les Italiens aussi, là, très connus. De Casa Pound. Casa Pound, voilà. Donc tous ces mouvements-là, pour toi, de toute façon, c'est la réaction, on va dire le résultat en tout cas de toute cette politique, bah, elle a produit ça, quoi. Elle a produit cette réaction-là sur tout le continent européen, des gens qui veulent défendre leur identité, c'est comme ça que tu pourrais dire, et les jeunes sont à l'avant-garde de ça, quoi. Je pense que les jeunes sont clairement à l'avant-garde, oui, parce que ce sont à la base les premières victimes du mondialisme. Et donc ils sont forcément à l'avant-garde de ça, et c'est intéressant de voir que la plupart de ces mouvements populistes, le moteur de ces mouvements, c'est la jeunesse. Mais je veux dire, même quand c'est pas des mouvements de jeunes à la base. Je me rappelle d'une pancarte, je sais plus quel 1er mai du FN, évidemment pas le dernier, mais l'avant-dernier ou autre. La jeunesse est patriote et va tout changer. C'est-à-dire que c'était très fin, ils avaient bien compris qu'il fallait désormais parier sur la jeunesse, et il fallait pas reprendre la mythologie gauchiste de la jeunesse emmerde le Front National. Ça, c'est ridicule. Les jeunes qui ont manifesté au lendemain du jeudi de l'Ascension qui a suivi les dernières élections européennes, au niveau national, ils étaient 10 000 dans la rue. C'est ridicule, 10 000. Et il paraît qu'en 2002, alors c'est les chiffres que je cite également, au lendemain du 21 avril, donc le passage de Jean-Marie Le Pen au second tour, il paraît qu'ils étaient 1 million dans la rue. Bon, j'ai déjà beaucoup de mal à croire qu'il y a 1 million de jeunes qui s'est déplacés contre Jean-Marie Le Pen. Mais en plus maintenant les chiffres officiels, donc certainement à diviser par 10, c'est 10 000 personnes. Donc c'est fini, la jeunesse n'emmerde pas le Front National, elle soutient le Front National. Elle est à l'avant-garde de ce virage identitaire qui traverse en fait au-delà des jeunes toute la population française. Alors, justement, voilà, cette population française, toi tu proposes, parce qu'on n'en a pas parlé, tu proposes pas mal de choses dans ton livre. Tu proposes entre autres un service civique sur lequel en fait la personne toucherait un revenu, si j'ai compris, qui serait exonéré d'impôts. Ce ne serait pas obligatoire en revanche, il faudrait que ce soit volontaire, c'est ça ? Je me méfie un peu de toute volonté de ressusciter le service militaire ou autre. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que si le service militaire revient, on leur ferait faire quoi aux jeunes ? On leur ferait visiter des mosquées en leur disant ben voilà, ça c'est la religion de demain, il faut s'adapter, etc. On leur ferait rejouer des scènes d'esclavage en leur disant tu vois, ton ancêtre il a fait ça il y a 500 ans, machin, faut pas que tu l'oublies. Enfin, bon. Donc non, je suis pas pour ce genre de choses, mais je suis pour de créer un corps de volontaires, d'ailleurs ça s'appellerait les volontaires avec un V majuscule, de jeunes qui toucheraient voilà, un revenu, mais modeste, quoi, suffisant pour vivre, pour avoir quelques plaisirs éventuellement, mais surtout avant tout pour mener leur mission. Et il y aurait plein de missions de bien commun que des jeunes pourraient mener, de 15 à 20 ans, à 25, 30 ans peut-être éventuellement, j'en sais rien, que ce soit dans le domaine écologique, environnemental, dans le domaine du repeuplement des campagnes, de l'action sociale. On créerait comme ça un vrai objectif, un vrai idéal, avec un esprit de communauté. En fait, c'est quoi ? C'est le scoutisme en vrai. C'est ça, c'est-à-dire que la pédagogie scout, c'était de l'éducation des jeunes par les jeunes pour en faire des adultes épanouis. Et je pense qu'il faut essayer de traduire politiquement ce concept comme ça de jeunes qui donnent leur jeunesse pour le pays. Et cette mesure donc, que je propose en effet, après ça peut prendre une autre forme que celle du revenu. On peut donner tout autre avantage aux jeunes pour les inciter à mener ces missions de bien commun. Mais c'est un moyen c'est une façon de dire, en fait, pour moi, voilà, je suis pas dans le jeunisme. Je pense que la jeunesse doit se consacrer à son pays. Je suis pas dans une révolution des jeunes pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas accuser les jeunes d'être jeunistes. En fait, le paradoxe de la société actuelle, c'est que il y a comme ça des auteurs, des journalistes, des écrivains qui disent on est dans une époque du jeunisme, les jeunes sont triomphants. Mais pas du tout. Si j'allume ma télé, je regarde le top 50, il n'y en a pas un qui a plus de 23 ans. Bah oui, je regarde les clips, je regarde qui présente, etc. Je vois quand même majoritairement des jeunes. Dans les émissions de télévision, bon, évidemment, c'est peut-être pas des grandes références, je suis bien d'accord, justement, on peut en parler aussi, mais ce sont essentiellement des jeunes. Oui, en fait, c'est une image des jeunes qu'on met en avant parce que ça fait vendre,
parce que c'est lisse, parce que c'est propre, parce qu'on est dans cette idolâtrie un peu de tout ce qui n'est pas vieux, de tout ce qui est... Enfin, on est un peu dans cette société comme ça de la culture du déchet, où tout ce qui est un peu malade, un peu faible, on le rejette, on veut euthanasier les malades, enfin, je veux dire, on essaye quand même de se camoufler devant la misère du monde, et le jeunisme, ça participe de ce phénomène-là, dans le sens où, en fait, le jeunisme, c'est quoi? C'est un délire de vieux cons. C'est un délire de vieux cons qui veulent rester jeunes alors qu'ils sont vieux. Quand je vois Sophia Loren, multimilliardaire, sexagénaire, qui pose à poil pour le calendrier Pirelli, en fait c'est elle qui est jeuniste, c'est pas les jeunes. Quand je vois, je sais pas, il y a une autre sexagénaire qui est DJ à Londres et qui s'habille comme David Guetta, enfin elle est ridicule. C'est des vieux qui osent pas tourner la page de leur jeunesse, c'est eux qui sont jeunistes, c'est pas nous. En fait, on vit dans une société où les jeunes, on fait semblant de célébrer les valeurs de la jeunesse, mais les jeunes, c'est la quatrième roue du carrosse dans la société occidentale. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde où tout est cloisonné. Et Paul Claudel disait « La jeunesse n'est pas faite pour le plaisir, elle est faite pour l'héroïsme ». Et c'est vrai que la jeunesse, c'est une fenêtre de tir pour l'héroïsme, dans une existence. Et on vit dans une société marchande, où il ne faut pas dire un mot de trop, c'est la dictature du sourire commercial, etc. Et donc il n'y a aucun espace de liberté pour ce besoin des jeunes de vivre une aventure, de vivre un combat, de vivre quelque chose de fort. Et donc on n'est pas du tout, on est dans une société jeuniste, oui, mais pas dans une société de jeunes ou qui célèbre les jeunes, pas du tout. Ça c'est une tromperie totale. Donc il y a escroquerie sur la marchandise. Ah, complètement. Parce que, alors, ce service civique d'ailleurs, quand on y pense, il s'ouvrirait à tout Français, j'imagine. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un moyen aussi peut-être justement d'assimiler les gens justement à participer à la nation française en participant à un programme comme celui-là. Des gens d'origine immigrée? Oui, par exemple. Bah, oui, certains peuvent le faire, évidemment, peuvent y contribuer. Après, voilà, moi je crois pas en une politique assimilationniste. Je pense que c'est une contradiction dans les termes. Je pense que quand on commence à parler d'assimilation, c'est qu'en réalité elle est déjà devenue impossible. L'assimilation, elle se fait tout seul, c'est quelque chose qui ne se discute pas, c'est un phénomène social, naturel, spontané, entre communautés qui se ressemblent suffisamment pour pouvoir parler ensemble et petit à petit fusionner. Je pense que c'est pas le cas avec les Afro-musulmans, donc je pense pas du tout que ce soit un moyen d'une politique assimilationniste qui en réalité n'a jamais existé, parce qu'on n'a jamais obligé les Polonais à devenir français, ça s'est fait tout seul. Voilà, donc je pense aussi que à un moment donné, on doit parler aux nôtres. Parce que tous les problèmes que j'évoque sont quand même essentiellement des problèmes de Français et d'Européens. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se voler la face. Comme on le disait tout à l'heure, les réflexes communautaires se perdent beaucoup chez les Blancs. Et donc, moi, je vais d'abord je me tourne vers ceux qui me ressemblent, parce que on dit, ouais, mais les jeunes Blancs, ils sont décadents, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais vous en savez rien, ils peuvent avoir un retournement, ils peuvent avoir une conversion spirituelle, ils peuvent changer de vie. Enfin, voilà, moi j'ai pas toujours eu ces idées-là, j'ai pas toujours eu la foi que j'ai aujourd'hui, Ouais. et voilà. Je pourrais retourner, c'est la même chose pour les jeunes noirs et les jeunes arabes, ils peuvent aussi changer. Oui, certains le peuvent, mais la politique, c'est quoi? C'est la science du bien commun. C'est le bien commun de la collectivité. Et donc on peut pas, pardon, ça va être un peu sévère peut-être, mais perdre notre temps à essayer d'assimiler quelques 0,001% d'hypothétique bonne volonté parmi la masse immigrée. Je pense que ceux qui sont assimilés, bah, ils l'ont été par eux-mêmes, ils n'ont pas joui d'une quelconque politique. Alors peut-être qu'un peu l'école les y a aidés, peut-être qu'un prof d'histoire passionnant les a intéressés, leur a dit il faut que je devienne français parce que cette histoire elle est fabuleuse. Mais voilà, je pense pas que parler de Saint-Louis à l'école, comme je le disais tout à l'heure, ou de Clovis, ou de qui vous voulez, va d'un coup éradiquer la croissance de la construction de mosquées en France, la délinquance, cette culture rap qui est une culture donc voilà, à la fois culte du gangsta rap, en même temps culture nationaliste, d'importation africaine, machin. Donc je crois pas du tout que ça va jouer un rôle dans l'assimilation. Donc voilà, désolé, hein, j'ai pas de solution clé en main pour l'ensemble de la jeunesse française. Je m'occupe d'abord de la jeunesse blanche, de la jeunesse française. Et je pense que voilà, les gens de bonne volonté, de toute manière, vont se rallier à la majorité, quoi. Et donc, par exemple, là aussi, tu parles dans ton livre beaucoup des Wandervogel. Ouais. Donc ça, c'est tu peux nous expliquer un peu, ça ressemble beaucoup au scout allemand, c'est ça? Oui, alors c'est un mouvement de jeunesse qui s'est créé au début du XXe siècle et qui prônait, non pas contre l'école ou contre les parents, mais à côté, une auto-éducation complémentaire des jeunes par les jeunes.
La jeunesse commande à la jeunesse. Et en fait, c'est aussi le principe du scoutisme d'ailleurs, qui est né en Grande-Bretagne au même moment. Et qui voulait développer une culture nouvelle pour l'Allemagne, mais enracinée dans la plus longue mémoire germanique, afin de développer une élite d'hommes debout, moralement aboutis, accomplis, construits, pour assurer la survie, l'indépendance, la grandeur de l'Allemagne. Et ce qui est intéressant dans les Wandervogel, c'est que ça a généré des militants révolutionnaires, dans tous les cas en fait, de l'échiquier politique allemand. Mais finalement, comme c'était complètement incontrôlable, toutes les autorités politiques et autres ont essayé d'en finir avec les Wandervogel, et au final, les Wandervogel ont été dissous sous Hitler. Remplacé par les jeunesses hitlériennes un peu, c'est ça? C'était la seule organisation, tu dis, qui était acceptable, quoi, les jeunesses hitlériennes. Voilà, les Wandervogel ont été complètement dissous, mais tout en ayant donné quand même l'exemple, non pas d'une jeunesse qui se battait pour ses propres intérêts catégoriels, mais d'une jeunesse qui voulait donner l'exemple par le dépassement de soi, d'un point de vue physique, d'un point de vue moral, et qui voulait tout simplement casser avec la société industrielle, terne, morne, qu'on proposait actuellement à l'époque à tous les peuples européens, où ils voulaient dire, ben non, notre vraie identité, elle est dans la nature, dans notre histoire, dans notre passé, et on ne veut pas devenir les rouages d'une machine industrielle. On veut être des vrais Allemands, et on pense que ça passe aussi par l'éducation de la jeunesse, par la jeunesse. Tu parles aussi de ce qui s'est passé, alors, attends, j'ai noté le nom au Pays Basque, c'est les Menegoxules. Comment on prononce? Les Mendigochales. Mendigochales, pardon, je savais que j'allais apprendre ça. Alors, eux, c'est plutôt les Basques. Ouais. Et tu dis que donc, ces Basques-là, ils se sont aussi réunis autour de leur vision identitaire de la nation basque, et aussi sont des jeunes, essentiellement. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vision identitaire, mais il y a aussi, voire peut-être surtout, une vision anti-moderne, anti-libérale, anti-industrielle, anti-utilitariste, et qui était fondée sur l'idée que la jeunesse avait besoin de se former. Mais leur engagement dans les Mendigochales, c'était un peu comme une entrée en religion. C'est-à-dire que c'était un don total à la nation basque, et donc c'était des jeunes qui promettaient de se former sur la culture basque, le peuple basque, son histoire, de repartir à la reconquête de son peuple. Et donc ça prenait la forme comme les Wandervogel, de randonnées, de toutes sortes d'expériences diverses et variées. Alors c'est issu quand même du courant nationaliste basque, donc ça a une origine politique. Ce seront les nationalistes les plus radicaux, qui seront complètement inaccessibles à toutes les compromissions du monde des adultes. Et donc ils feront le coup de poing avec les étudiants de gauche sur les campus, etc. Et c'est une jeunesse qui, comme les Wandervogel, placeront leur vie sous l'idéal d'une existence saine. Et plutôt que l'avoir, on va privilégier l'être, plutôt que la société capitaliste, on va proposer une société qui permet aux âmes de s'élever, qui aide les jeunes, qui les pousse vers le haut. Et donc c'est un mouvement à la fois, on va dire, révolutionnaire dans l'esprit, complètement opposé à l'ère du temps à l'époque, et en même temps, c'est un mouvement un peu de séparation vis-à-vis de la société. C'est-à-dire on se retranche un peu, on se replie, entre guillemets, dans le sens positif du terme, on se retrouve en tant que peuple basque pour essayer d'accoucher d'une nouvelle génération de patriotes basques. Les Wandervogel, c'est finalement le même phénomène. À part que les Wandervogel naissent vraiment... politiquement, ils sont complètement libres de toute attache. Et les Mendigochales vont naître du nationalisme basque et vont rester héritiers quand même de cette vision-là. Ouais. Puis d'ailleurs, ils vont après, tu expliques, se séparer un peu, il y aura deux tendances. Un peu, voilà, ouais, évidemment, il va y avoir des scissions, Le problème des Mendigochales, comme beaucoup de mouvements de jeunesse en expansion, c'est qu'ils vont enregistrer beaucoup d'adhésions, et que donc c'est toujours le risque, c'est que s'il n'y a pas une formation solide, s'il n'y a pas un bon encadrement, ça peut faire dégénérer la structure vers un affaiblissement général de l'idéal originel. Et ça voudrait dire, donc, on peut parler d'ethno-différentialisme pour cette jeunesse. Il faudrait qu'elle applique ce principe-là, ou ce principe s'applique à elle. Parce que ça, j'ai pas saisi justement comment tu vois la chose. C'est-à-dire que toi, tu parles des conséquences à un moment donné, tu dis, c'est l'exclusion par la diversité à l'école. C'est-à-dire que pour toi, la multiplicité, en fait, à l'école, elle prône l'exclusion. Elle prône de fait
on est exclu parce qu'il y a trop de diversité, Ouais. c'est ça? Pas trop de diversité immigrée. Trop de Ouais. diversité immigrée. Et donc, tu nous dis que, bon, ben, finalement, il faudrait appliquer un ethno-différentialisme, c'est ça? C'est moi qui interprète le mot, hein. Je ne dis pas que c'est le mot que tu as utilisé. Hein. J'essaie de le comprendre, en fait. Je pense que le réveil de la jeunesse passe par une affirmation identitaire au sens très large. Je suis. Et je suis quoi? Parce que le problème, c'est que les jeunes, et c'est finalement la plus grande souffrance de la jeunesse aujourd'hui en France, c'est pas seulement la précarité ou l'isolement social, c'est d'être orphelin de tradition, d'identité, de culture, on sait plus qui on est. Les jeunes s'inventent des origines un peu fantasmatiques. Moi j'ai des origines italiennes, corse, turques, camerounaises, tout ça à la fois, et comme si l'accumulation de strates culturelles que l'on ne connaît même pas en réalité intimement en profondeur générerait une dignité supplémentaire par rapport au simple français. Parce qu'on dit souvent le simple français, il n'a pas d'origine. Ah non, moi j'ai pas d'origine. C'est quand même horrible d'entendre ça. Moi j'ai pas d'origine. Enfin, c'est un mémoricide, c'est un génocide de la mémoire. Et donc je pense que le réveil de la jeunesse passera forcément, et donc c'est pas du tout une question qui est hors sujet, par un réveil identitaire. C'est quelque chose qui est sain, savoir qui on est, d'où on vient pour savoir où l'on va. Et c'est un besoin qui est lié au besoin de communauté, parce que quand on est jeune, on recherche le groupe, et si c'est pas l'identité ethnique et l'identité culturelle et nationale et même spirituelle qui est plébiscitée par les jeunes, et que si c'est pas cette identité-là qu'on va proposer aux jeunes, c'est une autre identité, l'identité des marques, des fausses tribus, qui sont en fait juste des catégories de consommateurs d'une certaine tendance vestimentaire, musicale, qui va s'imposer et qui sera complètement artificielle, et qui est uniquement le produit en fait des brainstorming, des publicitaires, des grandes multinationales. Et aujourd'hui, on voit bien, au-delà de la question des origines italiennes ou corses fantasmées, qu'il y a des tribus, quoi. Il y a des skateurs, il y a les gothiques, les métalleux. Mais pourquoi? Mais ça a toujours existé, ça. Oui et non, c'est quand même un... Si je me replonge, moi, dans ma jeunesse, mais ça existait déjà. Il y avait déjà les tribus, comme on dit. Alors, c'était peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui, vraisemblablement, mais il y avait déjà les punks, les skins, ce qu'on appelait déjà les new age, les new wave, avec les coupes machin, etc. Enfin, il y a déjà tout un tas de catégories et de tribus. C'est une conséquence de la société de consommation qui nous uniformise, c'est vrai, mais aussi suscite des fausses appartenances. C'est marrant, parfois on regarde, je sais pas moi, des clips pour certaines marques ou quoi, on a l'impression que la marque est portée en étendard par l'acteur dans le clip, ça devient un nouveau drapeau, quoi. Et c'est parce que les publicitaires ont bien compris que c'est comme ça qu'on va fabriquer des générations de consommateurs comme ça, ad vitam aeternam. Donc c'est quelque chose quand même de radicalement nouveau, parce que ça prend le pas, c'est sur des anciennes identités en ruine. Je veux dire, la nature a horreur du vide. On ne dit plus aux jeunes qui sont français, on leur rappelle plus leurs origines, etc. Donc ils vont chercher ça ailleurs. C'est un phénomène nouveau. Je veux dire, c'est pas un phénomène qui existait avant les années 50. Il y avait une saine unité auparavant. Évidemment, il y avait des problèmes dans la société française, j'idolâtre pas ce qu'il y avait avant, mais c'est un phénomène complètement nouveau. Les jeunes se perdent, ils changent de look, même de culture musicale d'une année à l'autre. Enfin. Oui, mais les jeunes dans les années 60, il y avait déjà ce phénomène d'américanisation, ils voulaient ressembler, parler des blousons noirs à l'époque, qui voulaient ressembler aux jeunes américains. Voilà. Peut-être il y avait moins de tribus, mais après il y a eu les punks, il y a eu les machins. Enfin, dans les années 70, il y a déjà pas mal de tribus qui viennent d'Angleterre aussi, beaucoup. Les phénomènes viennent d'Angleterre. Mais ça a été, alors peut-être certes, avant effectivement, on va dire, l'avènement de la télévision, de la médiatisation, effectivement, de la consommation pour tous, on dit voilà, ça, mais à partir de là, elles sont déjà là, et pourtant il n'y a pas encore d'immigrés, hein. Il y a déjà les catégories qui sont déjà là, puisqu'on a déjà des punks, des machins, des trucs, des blousons noirs, des anarchistes. À l'époque, il était bien vu de laisser pousser les cheveux pour les hommes. C'était une façon d'être anarchiste, etc. On les reconnaissait comme ça, d'ailleurs, en opposition à ceux qui se disaient de droite, qui coupaient les cheveux, etc. Donc il y a déjà ces codes-là, quand même. Oui, mais comme les jeunes étaient moins envahis par la publicité, que ce soit au travers des smartphones, etc., ils étaient moins dépendants des fluctuations, on va dire, de l'offre et de la demande sur le marché de la musique, etc. C'est-à-dire qu'ils s'appropriaient un style et une culture, mais ils en faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ils l'adaptaient, ils modifiaient une partie de leur bombers en collant tel truc ou quoi dessus. Enfin, je veux dire, il y avait une identité qui était quand même, certes, une identité déjà tribale, mais en mouvement, qui était adoptée et qui pouvait être modulée. Là, aujourd'hui,
toute la culture musicale, vestimentaire, etc. D'un jeune est déterminée par un groupe restreint de quelques personnes au sommet d'une major du disque, quoi. C'est ça la réalité. Donc il n'y a plus aucune possibilité de s'approprier une culture pour en faire autre chose et pour en faire quelque chose de culturel au sens beaucoup plus large. Là aujourd'hui, on est uniquement dans des cultures commerciales qui changent d'une année à l'autre. C'est-à-dire que c'est incroyable de voir les chanteurs changer de style musical quasiment tous les ans. Oui, c'est-à-dire que le phénomène que je t'écris aujourd'hui, c'est démultiplié. Oui, il est évidemment démultiplié, mais aussi par la démultiplication des moyens, Internet, outils, de tout ce qui existe et qui démultiplie le phénomène, quoi, effectivement. Ouais. Mais c'est quelque chose qui était quand même assez présent. Toi, tu dis donc que ça vient, en fait, tout ça, quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas gagné? Toi, tu dis non. Qui donc? Les tenants de l'autre théorie, ceux qui vont défendre, comme on a vu dans la vidéo là pendant la pause, qui pro-Europe, qui sont très malheureux de voir l'Angleterre quitter l'Union européenne. Non, je pense qu'ils sont extrêmement bruyants et donc extrêmement représentés dans les médias, mais je pense pas qu'ils ont gagné parce que je pense vraiment qu'il y a une majorité silencieuse qui d'ailleurs l'est de moins en moins. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Le Brexit, bon là on sort un peu du sujet, mais enfin c'est lié quand même, c'est un premier tabou qui saute. Et après ça va être la zone euro, et puis après ça va peut-être être Schengen, et alors là Schengen ça va être la remise en cause du système du libre-échange, donc de la mondialisation, et on va aller de plus en plus loin. À un moment donné, je pense qu'on ne peut pas dire d'un côté, ce système est foncièrement contre nature, et penser qu'il va triompher. À un moment donné, comme tout système, il est imparfait, et celui-là plus que les autres, et donc il est naturellement amené à s'effondrer. D'ailleurs, il craquelle, on le voit aujourd'hui, il y a de moins en moins de liberté de parole. C'est-à-dire qu'on pouvait inviter, je sais pas moi, un négationniste ou autre dans les années 80 à la télé, le faire débattre en face d'un Cohn-Bendit. Aujourd'hui, c'est absolument inconcevable. Je veux dire, on pouvait faire coexister un anarchiste de la revue Harakiri avec un mec de Minute. Il y a des images célèbres là-dessus. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Donc le système se raidit parce qu'il sait qu'il est en danger. Parce que ça craquelle de partout. Et par exemple, j'entendais une fois un jeune qui disait « Ah ouais, j'ai fait une blague antisémite à l'école, c'était génial, ça a fait rire tout le monde, c'était dans un cours sur la Shoah. » Alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est drôle, je ne dis pas que ça m'aurait fait rire, mais je prends juste cet exemple-là pour dire que tout ce qu'on impose aux jeunes, finalement, ça leur glisse dessus comme de l'eau. C'est complètement... toute la propagande antiraciste à la télé, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Et finalement, c'est vrai que il y a pas mal de sketchs des inconnus qui pourraient plus passer aujourd'hui, par exemple. Oui, c'est marrant, mais c'est un type d'humour qui, malgré tout, n'a pas disparu des consciences. Et les jeunes peuvent dire, bah oui, évidemment que je suis pas raciste, j'ai un ami arabe, j'ai un ami ceci, etc. Mais j'ai le droit aussi de me foutre de sa gueule parce que c'est un arabe. C'est-à-dire que les jeunes sont à mon avis, de plus en plus décomplexés vis-à-vis de ces questions-là. Ça, c'est vraiment une expérience pratique quotidienne, moi, que j'observe de partout autour de moi. Donc... voilà, je pense qu'à un moment donné, une idéologie, quand elle est trop opposée au réel, elle finit par s'effondrer. Et d'ailleurs, on le voit avec le succès du Front National notamment. Et voilà, toujours un peu dans le même sujet, mais quand il y a aujourd'hui le gouvernement qui s'attaque à ce qu'il appelle le conspirationnisme via des sites comme ontemanipule.fr et des campagnes de radio, etc. Tu penses quoi de ça? Il a raison déjà de le faire ou qu'est-ce que tu en penses? Si le conspirationnisme, c'est croire que la démocratie actuellement est un fantasme et qu'en fait c'est des lobbies et des gens non élus qui décident, alors je suis conspirationniste. Si le conspirationnisme, c'est croire que tous nos problèmes ont une seule et unique cause et que si on éradique cette cause, alors ça sera la libération, alors ouais, je suis anti-conspirationniste. Je pense qu'il y a quand même une tendance qui illustre une certaine défaite de la pensée dans certains milieux, milieux amis, c'est quand même de croire qu'il y a une seule cause à tous nos problèmes. Et une fois qu'on aura enlevé les mauvaises personnes issues de telle ou telle communauté qui sont au sommet du pouvoir, alors tout va aller pour le mieux. Enfin, c'est ridicule. Ça ne fonctionne pas comme ça, une société. Je veux dire, il y a un phénomène d'idées, un courant politique, c'est quelque chose qui irrigue toute la société, qui contamine tout le monde, et c'est pas parce qu'on coupe 3 branches que ça va sauver l'arbre. Enfin, c'est absurde. Donc je pense évidemment que le gouvernement a tort de restreindre la liberté d'expression. Je pense que c'est un aveu d'échec. Que c'est absolument pas quelque chose qui devrait nous effrayer. Je pense que c'est le signe qu'on est en train de gagner, au contraire, la bataille de la vérité. Parce que de toute manière, aujourd'hui, on se documente par Internet, on peut accéder comme ça beaucoup plus facilement à toutes sortes de sources d'informations. Et c'est aussi pour ça que les jeunes, d'ailleurs, sont plus lucides que leurs parents. Parce que leurs parents,
La génération aujourd'hui, enfin les 50, 60 ans, 70 ans, passent quoi, 3-4 heures par jour devant la télé, c'est hallucinant. Oui, oui, parce que je Alors dis que, ça précisément parce que justement, dans tous les discours de Belkacem, elle nous explique que c'est la jeunesse qui est le Oui. plus touchée par ce conspirationnisme, c'est elle qui serait en danger, je fais que citer ce qu'elle nous dit, en danger, donc parce qu'elle consulterait évidemment certains sites internet. Et elle donne un peu le sentiment que voilà, si elle t'écoutait, je pense qu'elle dirait ah mon Dieu, va des rétros. Oui, oui. Je pense que c'est un épouvantail confortable. Après, bon, il faut pas non plus occulter le fait que s'acharner à vouloir démonter tel ou tel complot, un peu comme le ferait un journaliste d'investigation, c'est bien, mais c'est pas une démarche politique. C'est-à-dire que pendant qu'on s'obstine à vouloir démêler les rouages les plus secrets de telle machination, on en oublie de proposer une vision positive, un projet positif, c'est-à-dire un vrai projet politique concret qui répond aux aspirations quotidiennes de notre peuple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est sympa de parler des reptiliens, mais je veux dire, le boulanger d'en bas de chez moi, ça lui parle pas, quoi. Il a besoin qu'on lui apporte des solutions concrètes. Donc, je pense qu'à partir du moment où on sait qui on est, quelle est notre identité, quel est le combat que l'on mène, on sait directement, si on a un peu de discernement, si on est bien formé, quels sont nos ennemis. On n'a pas besoin de lire 150 bouquins sur qui a fait la Révolution française, machin, etc. Voilà, je pense qu'il faut plutôt privilégier le combat politique à cette espèce de journalisme d'investigation un peu qui peut être utile sur certaines réalités cachées, c'est vrai, mais à un moment donné, on fait de la politique avec des principes, avec une vision du monde, plus qu'avec des dossiers comme ça sur chaque personne qui nous dirige. Et ben on va faire la deuxième pause, je crois qu'elle est prête, la régie, ouais, j'ai vu un gros point dans la vitre. Bon bah c'est bon, on fait la pause et puis ben, on revient juste après, rester sur Meta TV, en plus comme ça on va pouvoir répondre, tu vois, parce que je pensais beaucoup évidemment de questions qui t'attendent, les questions du public. Donc bah on revient tout de suite et restez connectés, à vous la régie.